Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition, tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine. Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous présenter cette version originelle exceptionnelle. Je l'appelle exceptionnelle parce que vous allez découvrir des personnes aussi exceptionnelles sur ces plateaux, des légendes de la presse du Grand Kassai, pourquoi pas de la République démocratique du Congo. Je suis heureux de vous présenter, comme je le disais tantôt, vous avez la possibilité de suivre cette émission en écrivant tout simplement version originelle TV. Et aussi sur Facebook, écrivez aussi Joseph Kayembe, vous avez l'intégralité de cette émission. Et pourquoi pas sur votre télévision, Peuple d'abord, télévision. Je commence à recevoir. Je vais d'abord commencer par l'aîné, Kouloutou. Il est directeur général de Malandi Télévision, une chaîne qui émet à partir de Kananga dans la province du Kassai central. Il est aussi correspondant de Digital Congo. Il travaille avec plusieurs autres télévisions ici à Kinshasa. Normalement, il n'est pas quelqu'un à présenter devant la caméra. Espérant Daniel Kamboulou, bonjour. Bonjour Joseph. Je suis très heureux d'être reçu sur ce plateau de Le Peuple d'abord, aussi dans ces magazines version originelle. Mais je disais que s'il s'agissait de considérer l'arrivée au métier, il fallait commencer par Focas, Crispin Focas Molomba Maïmbou, qui est notre aîné ici, en ce qui concerne le début. Mais aussi, moi j'ai une autre casquette qui me place au-dessus de sa en tant que vice-président de j'ai une responsabilité au sein du corps. Alors cela me permet de pouvoir bien prendre la parole bien avant lui. Focas, clin d'œil à toi, je te respecte, tu es un aîné, mais les responsabilités au sein du corps permettent à ce que je puisse briser ce protocole. Merci beaucoup à toi Joseph pour cette opportunité que tu nous offres de nous recevoir dans cette émission. Merci également à tous les téléspectateurs à travers le monde, tous ceux-là qui vont nous suivre à travers différentes plateformes, mais aussi à tous les Kassaïens qui sont à Kinshasa et partout dans le monde, à ceux-là qui vont nous suivre également en clair sur leurs petits écrans. Merci beaucoup, monsieur Espérant Daniel Kamboulou. De l'autre côté, je devrais commencer avec ces jeunes-là, mais donc, on les saute. Hein, on les saute. On doit d'abord parler avec le directeur Crispin Focas Maïmbou. C'est aussi un aîné. Je me rappelle quand on était encore enfant, on n'avait pas encore commencé ce métier, mais j'ai plus de 10 ans. Mais on était là en train de suivre une voix, je ne sais pas comment appeler, angélique. Je ne sais pas comment appeler, mais une très belle voix à la radio. Lui, c'est le directeur de Soleil FM, et une radio qui émet à partir de Kananga. Et effectivement, il écrit aussi dans Plume Info. Ouais. Directeur, bonjour. Bonjour Joseph, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment sur Le Peuple d'abord télévision. On dit que c'est la chaîne sacrée panafricaine. Voilà. Ça c'est très profond. Ouais. Je dis également bonjour à tous ceux que nous voient à partir de tout Kinshasa sur les plateformes où sera diffusée cette émission. Voilà, nous sommes là pour répondre à votre invitation et nous en sommes fiers. Merci. Merci beaucoup. Enfin, je devais parler de quelqu'un. Lui, c'est un meilleur aussi journaliste de notre génération. Nous l'avons vu venir à la presse. Hein? Van Frédéric Chilanda, le tout-puissant. On l'appelle aussi tout-puissant parce que lorsque vous êtes à côté, il n'a pas peur de vous dire que Monsieur, Excellence, vous êtes à côté. Il vous dit en face. C'est aussi un des meilleurs journalistes de la province et pourquoi pas du Grand Kassai, République démocratique du Congo. Van Frédéric, bonjour.
Bonjour Joseph, bonjour à tous les téléspectateurs. J'ai dit bonjour à toute l'équipe qui nous reçoit ici à Peuple d'abord Télévision. Ouais. Et l'ensemble des téléspectateurs qui nous suivent et qui nous regardent à travers les différentes plateformes qui relaient cette grande émission. Merci vraiment de l'honneur que tu me fais de venir prendre part à cette émission et m'exprimer. Merci beaucoup Van, merci à tous les responsables de ces grands médias dans la région du Kasaï. Alors, au cours de cette émission, nous allons parler sur l'état des lieux de la région du Kasaï, focus sur le projet du gouvernement central. Là, bien sûr, nous allons dire quelque chose en ce qui concerne les projets des 100 jours. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui devrait être fait? Projet Tilégelou. Projet, donc la route Kalambambouji. Nous allons parler aussi de la route qui mène Chikapa, Kananga et Mbujimai. Ce sont des chevaliers de la plume, pourquoi pas du micro aussi, qui vont nous expliquer parce qu'ils sont là, ils étaient sur terrain, ils ont vécu, ils ont quand même l'expérience de tout ce qui se passe au Kasaï. Alors, avant peut-être de dire un petit mot, je voudrais qu'on commence avec directeur Crispin Focas. Lui va dire quelque chose à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. On a comme impression que rien ne change. On a été, je vous relance un peu, on a vu ce qui s'est passé avec la MONUSCO. On est surpris, on ne sait pas. La MONUSCO est venue pour aider ou pour tuer les Congolais. On a été estomaqués, on a vu les images qui nous ont tellement fait mal. Quelle est votre analyse par rapport à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo? Oui, merci Joseph une fois de plus pour la parole. Ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, les images ont circulé, on a vu ça. C'est vraiment un manque d'autorité d'État. Okay. Donc on a constaté que l'autorité de l'État n'existe pas à l'est. Puisque, comment expliquer une organisation comme la MONUSCO qui est censée protéger la population et qui veut accéder en République démocratique du Congo, c'est à la frontière Ouganda-République démocratique du Congo, et cette MONUSCO qui voit une résistance de la population qu'elle est censée protéger, elle s'impose en tirant même des balles réelles et en blessant. Donc c'est quelque chose d'inadmissible. Et moi j'ai aimé l'attitude de la population qui s'est imposée pour montrer à la MONUSCO qu'elle est fatiguée de la voir dans notre pays. Donc ce qui s'est passé, c'est tout simplement quelque chose d'inadmissible. Et je suis content de constater que même Bintou Keïta, qui est la représentante du secrétaire général des Nations Unies, a reconnu que c'est que les soldats de la MONUSCO ont commis comme action. Même si elle parle de l'incident, oui, alors que si c'était les Congolais, on allait appeler ça massacre et autres. Elle parle de l'incident, oui, mais en même temps, il y a des Congolais qui sont morts. Ça, c'est inadmissible. Alors, si c'était des casques bleus qui étaient morts, on pouvait, jusqu'à ce jour, en train de parler de ça. Mais c'est des Congolais, des patriotes, qui ont exprimé leur volonté de ne plus voir cette MONUSCO dans notre pays. Et on tire à bout portant sur la population. Ça, c'est vraiment inadmissible et ça n'a pas été une action qu'on attendait de la MONUSCO. Merci beaucoup, Crispin Focas. Van Frédéric, apparemment, la MONUSCO a outrepassé ses missions. Oui, je crois que la mission qui lui est reconnue n'a pas été correctement remplie parce qu'aujourd'hui, ce qui est sûr, elle n'a pas l'obligation de prendre place, assurer les missions de l'État. La mission de l'État se résume en ceci: protéger la population, mais également prendre soin du contrôle du territoire national. C'est vrai que la MONUSCO a un mandat d'appui et elle n'a pas un mandat de substitution. Ce qui s'est passé récemment est tout simplement déplorable, mais là vous relancez Focas tout à l'heure, qui estime que la rhétorique de la MONUSCO n'a pas été
correcte quand elle parle d'un simple incident. Mais dois-je ici rappeler que dans les communiqués du pouvoir public de l'État congolais, la même rhétorique a été employée, le même vocabulaire de l'incident a été employé. C'est inadmissible quand même. C'est complètement inadmissible. C'est ainsi que j'ai dit, il y a une sorte de banalisation de la vie au niveau de l'Est du pays. Dois-je ici rappeler que nous sommes occupés, il y a 45 jours que Bunagana est occupé par les malfaiteurs, les insurgés qui prennent possession de notre territoire. Et là, il n'y a aucun effort qui est fourni jusqu'ici pour déloger ces assaillants, les bouter hors de notre territoire. Mais tout d'un coup, la MONUSCO qui aurait pu appuyer correctement la RDC pour traquer et obtenir la paix à l'est du pays, ça permet d'ouvrir quand même le fait sur les compatriotes qui n'étaient pas armés. Dois-je rappeler que lorsqu'il y a eu ces images que nous avons vues, c'était une résistance, l'expression d'un ras-le-bol, la population qui y en avait marre de la présence de la MONUSCO à ses côtés, alors que le massacre, les tueries sont toujours en train d'être perpétrées. Alors la MONUSCO, qui pouvait bien analyser ses revendications et changer les fusils d'épaule, a appuyé correctement la RDC, se voit dans l'obligation de tuer. La MONUSCO a tué 3 Congolais sont morts, il y a plus de 15 blessés. C'est tout simplement inadmissible. Si effectivement c'était un seul casque bleu qui était abattu, on allait parler de massacres et autres. D'un crime crapuleux. Je connais comment les Nations Unies se comportent. Voilà. Moi je pense, ça conforte ma position. Il y a aujourd'hui possibilité que l'État congolais puisse regarder dans les concerts des nations quel pays et avec quelle puissance encore prendre de contact pour effectivement obtenir un appui contre ces insurgés. Parce qu'aujourd'hui, on a tout simplement compris que la collaboration avec la MONUSCO a présenté ses limites. Ça fait quand même plus de 20 ans que ces gens sont ici et finalement, l'Est de la RDC est toujours en proie à des actes d'insécurité. Je crois qu'il appartient aux responsables de la RDC, en tout cas de saisir la balle au bon et de prendre de meilleurs contacts aujourd'hui, se trouver de nouveaux partenaires pour effectivement en finir avec cette situation qui fait que nous déranger. Espérant Daniel Kamboulou, on a comme impression que rien ne change à l'est du pays, malgré les pouvoirs, malgré les militaires, malgré les stratégies du gouvernement. C'est toujours le même geste ou de même chose qui se passe toujours à l'est de la République démocratique du Congo. Joseph, laisse-moi te dire que ce qui s'est passé à Kassindi est inadmissible pour un État souverain, pour un État de droit. Ce qui s'est passé à Kassindi, c'était comme si nous sommes dans une situation où la République démocratique du Congo est sous tutelle de la MONUSCO. Pourtant, la MONUSCO vient en appui aux forces armées par rapport au rétablissement de l'ordre de l'autorité de l'État, l'appui dans la sécurisation des personnes et leurs biens, également par rapport à la sécurisation ou à la sécurité des frontières. Mais la MONUSCO qui était à travers... En 2011, nous avons salué la création d'une force spéciale appelée Brigade spéciale qui venait en appui aux forces armées dans la traque aux forces et groupes armés. Mais malheureusement, la situation est restée inerte telle que c'était au début. Vous avez entendu Van tout à l'heure là relever le fait que Bunagana est sous contrôle de M23. Ça fait plusieurs jours que Bunagana est sous contrôle de M23. La MONUSCO est seulement en train de se complaire à pouvoir faire les mouvements entre les deux. Elle n'est pas à mesure d'appuyer les forces armées pour pouvoir récupérer ou reprendre le contrôle de Bunagana. Vous avez entendu qu'à Kassindi, les images sont visibles sur les réseaux sociaux. Les services de l'ordre qui sont placés à la frontière ne s'étaient limités qu'à des procédures administratives normales d'identification de qui vient et d'où vient-il. Et c'est seulement à ce moment-là que les contingents de la MONUSCO ont ouvert le feu sur des services de sécurité qui n'étaient même pas armés, qui n'étaient même pas en position de pouvoir attaquer les convois de la MONUSCO. Et ils ont ouvert des forces la barrière pour entrer. Il y a eu des morts sur les champs et puis plusieurs blessés. Ce qui est inadmissible. Nous ne sommes pas un État sous tutelle des Nations Unies. Donc je salue la décision prise par le gouvernement de pouvoir renvoyer du territoire congolais M. Mathias Julman, qui est le porte-parole des Nations Unies, par rapport à un discours pas cohérent qu'il tient ces derniers temps dans les conférences des Nations Unies avec la presse. Je crois que c'est une mesure qui doit être exécutée si rapidement comme le gouvernement congolais l'a dit à travers le ministre des Affaires étrangères, demandant à ce que ces porte-paroles des Nations Unies, la MONUSCO en RDC puissent quitter le territoire. Je voudrais aussi que cette mesure-là ne se limite pas seulement au seul porte-parole de la MONUSCO, mais qu'il puisse être
élargi aux autres responsables qui pensent que ici c'est une occasion et une opportunité pour eux de venir exploiter le minerai, venir se démarquer de leur mission principale pour faire du n'importe quoi. Ouvrir le feu sur les forces de sécurité à une frontière qui est d'ailleurs attaquée, qui est régulièrement en proie à l'insécurité. Je pense que c'est ne pas reconnaître la souveraineté de nos terres et que le gouvernement congolais ne pouvait qu'agir de cette manière-là. Et je vous rappelle aussi qu'hier, il y a eu des affrontements autour des Kabaya, la localité des Kabaya, près de Rumangabo, est passé sous contrôle des M23. Pourtant, ce qu'on attend de la MONUSCO, c'est commencer à appuyer les forces armées lorsqu'elles sont engagées face à l'ennemi. Mais elles ne se limitent qu'à faire des navettes, circuler entre Bunagana et la partie sous contrôle des FARDC. Et puis, pour faire quoi, on ne sait pas. Et puis, les forces armées qui étaient placées à la frontière, l'opération qu'elles étaient en train de mener, c'était d'identifier qu'est-ce qui était ou qui était dans les convois. Parce que nous avons vu dans certaines images qu'il y a des éléments passés pour des casques couplés pendant qu'ils ne l'étaient pas. Voilà. Peut-être que dans leur convoi, ils ont embarqué, ils ont embarqué de rebelles. Nous voyons sur des réseaux sociaux des images des hélicoptères de la MONUSCO qui atterrissent en pleine brousse, en train de ravitailler des éléments cités ou taxés des rebelles. Donc, il était dans la mission normale et régalienne des forces armées d'identifier les convois et de savoir d'où ils venaient et pour quelle mission ils voulaient entrer par cette porte-là, étant donné qu'il n'y avait aucune alerte sécuritaire annoncée quant à ça. Mais le fait par les casques bleus d'ouvrir le feu sur les forces de sécurité. Merci pour cette belle analyse. Ça montre tout simplement, ce sont des chevaliers de la plume et ils maîtrisent l'actualité de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Je suis très heureux de les recevoir comme ça. Nous saluons aussi son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Pesca International. Il est en train de nous suivre. L'ambassadeur plénipotentiaire. Voilà. Nous saluons. Il devrait être avec nous, malheureusement. Voilà, les chefs de la délégation. Parce que je vais aussi signaler que le panel n'est pas venu en promenade de santé. Il y aura des grandes émissions ni en tourisme, merci. Il y aura des grandes émissions avec des autorités du pays à tous les niveaux. Alors, je voulais aborder ce sujet avec Van Frédéric Chilanda. En ce qui concerne l'état de lieu de la région du Kasaï, focus sur le projet du gouvernement central. Il y aura des minutes. Je sais comment vous fonctionnez. Si vous dépassez, on va tout simplement vous couper les micros. Cher Van, respectez-vous. Vous avez 3 minutes. Quelle est votre analyse? On commence d'abord avec les projets 100 jours. Il y a eu des morts. Si je parle des morts, vous savez bien, il y a eu des personnes arrêtées, etc. Au Grand Kasaï. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui devrait être fait? Vous balayez d'abord dans les 3 minutes. Ce que je dois dire ici tout de suite, Joseph, lorsque vous me donnez la parole pour parler de ma région, c'est que c'est une région qui sort quand même d'une crise. Et cette crise qui s'est ajoutée sur la misère dans laquelle elle vivait depuis la nuit des temps. Je ne parle pas du Kasaï central seulement, je parle de la région du Kasaï, le Grand Kasaï qui a aujourd'hui été démembré en 5 provinces. C'est une région qui a encore des stigmates, effectivement, des difficultés qu'elle a endurées, qu'elle a essuyées. À l'avènement de ces régimes en place, le régime de Félix Tshisekedi, il y a un espoir qui était nourri, mais l'espoir qui s'envole, dois-je dire, aujourd'hui, parce que la population est restée dans l'expectative. Après tout ce qu'elle a subi, elle attendait effectivement qu'il y aurait des grands projets, des grands programmes, avec pour objectif de la sortir effectivement de sa situation ancienne. Mais finalement, on est en train d'atteindre vers la fin du mandat, mais finalement, lorsque vous réalisez la figure aujourd'hui du Kasaï, vous vous dites qu'effectivement, rien de consistant n'a été fait. Pourtant, il y a quand même des projets qui ont été lancés ça et là. Certains malins de la région du Kasaï ont dû se servir de l'occasion, effectivement, pour détourner des petites ressources qui ont été déployées dans les cadres des millions, pas des petites quand même. Voilà, je vais parler des millions. Ce n'est qu'un euphémisme pour traduire effectivement ce que je vais dire. Voilà. Donc c'est dire
qu'effectivement, il y a eu l'argent qui a été quand même envoyé là-bas pour essayer de faire un effort de sortir la région du Kasaï dans les difficultés. Mais finalement, vous vous rendez compte que du côté route, il n'y a rien. Effectivement, la misère continue à battre son plein. De toutes les façons, le mandat est en train de finir. Félix Tshisekedi sera comptable effectivement de ces différentes promesses qu'il a dû tenir à sa population, qu'il a vraiment porté, qui pensait effectivement qu'avec son avènement à la tête du pays, quelque chose changerait. Au plus profond de la crise, nous, comme journalistes, avions à l'époque, moi personnellement, j'avais suggéré que nous étions dans les oubliettes. Depuis tous ces régimes qui se sont succédés à la tête du pays, la région du Kasaï n'a bénéficié d'aucun programme sérieux pour effectivement la sortir de la difficulté. Et donc on était abandonnés. Alors finalement, j'avais suggéré qu'il y ait un plan maréchal de reconstruction de cette région qui était dans les oubliettes. Plan maréchal en faisant allusion à ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale. Les Américains ont dit adopter un plan d'aide économique et financière à certains pays européens qui étaient effectivement complètement détruits pour se reconstituer après la Deuxième Guerre mondiale. C'est ce qu'on avait suggéré. Ça veut dire que le financement part de Kinshasa, pas en mode normal, qu'il y ait un programme rapide d'urgence pour effectivement soulager les misères que nous avons endurées. Mais finalement, rien n'a été fait chez nous. Lorsque vous parlez des 100 jours, enfin, nous connaissons ce qui a caractérisé 100 jours. Les gens ont été arrêtés sûrement, mais finalement, rien n'a été fait. Il y a Tchilégelou chez nous. Les travaux sont en train de s'exécuter je veux dire, avec pas de tortue. Vous ne sentez pas qu'il y a une lueur d'espoir pour effectivement rencontrer les besoins sociaux. Donc, tous ces programmes gouvernementaux n'ont pas effectivement été réalisés pour rencontrer les attentes du peuple. Et c'est ça, effectivement, ce qui nous a poussé à venir ici à Kinshasa avec l'ensemble des collègues également préoccupés par la même situation de la région pour rencontrer les décideurs au niveau de Kinshasa, au niveau où se décide la gestion du pays, qu'on leur pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que la région du Kasaï a dû faire pour bénéficier de ce traitement qui n'est pas du tout cohérent, qui n'est pas du tout sérieux? Donc, en un mot commençant pour dire clair, la région du Kasaï continue à attendre qu'effectivement un coup de pouce soit donné à des différents programmes ambitieux qui ont été déployés pour qu'effectivement les sourires soient acquis. Dans le cas contraire, effectivement, c'est une grande déception totale. Tu as piré ton temps. Merci beaucoup pour cette analyse, Van Frédéric Chilanda. Crispin Focas Maïmbou, quand on écoute les discours de Van, on sent qu'effectivement sur terrain, rien n'a été fait. Comment vous abordez aussi cette question? Bon, par rapport à Tchilégelou, qu'est-ce que j'ai dit? Par rapport à 100 jours, il y a eu à boire et à manger. Tout ce qu'on a promis, on n'a pas vu quelque chose de très palpable. Ça, il faut le reconnaître. Ce que nous avons vu commencer et on a vu les jalons être lancés, c'est le projet Tchilégelou, peut-être on va en parler. Mais 100 jours, commençant par l'arrivée du gouverneur Kabouya, c'est lui qui a fait d'ailleurs beaucoup de bruit pour que ce projet-là puisse commencer. On n'a pas vu le projet commencer. Les maisons préfabriquées qu'on avait promis, on ne les a pas vues. Je ne sais pas si l'immeuble qui a été promis, c'était toujours dans ce même projet. Cet immeuble-là, c'était autre chose. Et je regrette ici de dire à nos téléspectateurs que les bâtiments administratifs est resté un grand chantier. Puisque Nit était le nouveau gouverneur qui a essayé un peu de désherber, d'enlever les brousses qui étaient là. Il y avait déjà des serpents et des rats là-bas. Bon. C'est resté comme ça, c'était quelque chose qui n'avait rien à voir avec les 100 jours. Mais les 100 jours comme tels, tout ce qu'on a vu, c'est des détournements, des frères, des sœurs du même si au Kasaï central, on a... qui ont eu cette responsabilité-là, mais qui n'ont pas eu cette volonté-là de faire quelque chose chez eux. On les a vus raconter des histoires alors qu'il y a eu de l'argent qui est sorti. Il y a eu des fonds qui ont été déployés pour ce projet-là des 100 jours. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir par là? Il faut seulement reconnaître que le projet 100 jours, c'était un mort-né. Un mort-né, pourquoi? Parce que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, voulait donner quand même un ton d'espoir pour
le peuple qui l'a élu, parce que là, il faut reconnaître que Félix Tshisekedi a été élu massivement au Kasaï central. Alors, il voulait que le Kasaï central, et à travers le Kasaï central, tous les grands Kasaï, puissent quand même bénéficier de quelque chose de palpable, comme pour dire quelque chose de remerciements, quoi, pour ces voix que le grand Kasaï va apporter à Félix Tshisekedi. Mais on a constaté avec amertume que c'était nos propres frères qui avaient cette responsabilité-là de mener ces projets de 100 jours au Grand Kasaï, mais qui malheureusement n'ont pas aidé leurs frères à ne fût-ce que faire des petites choses qui pouvaient peut-être apporter de l'espoir à la population. Donc c'est quelque chose qui a vécu seulement de nom, mais sur les terrains, on ne s'est pas palpé que ça a été fait grâce à 100 jours. Et ces changements des gouverneurs aussi, avec Kabouya qui a eu des problèmes avec l'Assemblée provinciale. C'est cette éternelle Assemblée qui n'apporte rien, comme tout autre. Qui est venu aussi on va comme intérimaire. Ça n'a pas apporté. On n'a pas eu le temps de poursuivre à fond pour voir réellement qu'est-ce que le Kasaï a gagné. Merci beaucoup, Crispin Phocas Maïmbou, pour votre analyse. EDK, donc Espérant Daniel Kamboulou, apparemment, vous allez aussi, je ne sais pas si vous allez abonder aussi de la même, dans le même sens, rien en ce qui concerne les 100 jours n'a été fait au Grand Kasaï plutôt, et principalement au Kasaï central, rien de bon. Heureusement qu'il y a déjà un projet en chantier, un projet en cours qui pourra être lancé bientôt. Je crois que c'est le moment de pouvoir tirer les conséquences des premiers projets déjà lancés, exécutés, pour pouvoir orienter ceux qui sont en prévision. Je pourrais dire que moi, je ne ferais pas la même lecture que les amis pour dire que 100 jours n'a rien fait. Les plus grands problèmes dans ce projet 100 jours, c'est d'abord l'identification des priorités de la population de l'espace Kasaï. Quelles ont été les priorités qui ont été identifiées pour les projets de 100 jours, et qu'est-ce qui avait été prévu et qu'est-ce qui a été fait. Je veux te dire qu'à 80% de tout ce qui a été prévu pour les projets de 100 jours dans l'espace Kasaï, particulièrement au Kasaï central, les réalisations ont été faites. Mais malheureusement, ce n'était pas parmi les priorités de la population. Je veux dire par exemple que lorsqu'il s'agit d'apporter un appui dans l'éducation avec la construction de quelques 4-5 écoles, qui ont été construites à l'extrême dans la commune de Katoka. La grande ville de Kananga ne pourra pas vivre cela. Lorsqu'il s'agissait par exemple de résoudre ou de résorber la question liée à la desserte en eau potable par la construction de quelques forages, 5 forages d'eau à l'extrême, donc dans le quartier périphérique de la ville de Kananga. On les a réalisés à Kambote, à Kamaï, qui ne fonctionnent pas. Ainsi de suite. Ces projets-là ont été conçus. Est-ce que c'est la réponse par rapport à la problématique de la desserte en eau potable en plein centre-ville? Je me dis non. Lorsqu'il faut par exemple dire que pour permettre la traversée sur la rivière Louloua, il fallait jeter le bac sur Louloua Sanganyembo, et qu'un bac venait d'être aujourd'hui avec le nouveau gouverneur. Il me semble également que des bacs ont été déployés pour l'espace Kasaï. L'un devrait être envoyé à Dibaya, non, à Louisa, l'autre sur Sanganyembo. Celui de Sanganyembo est en train d'être mis en musique maintenant. Donc, c'est des bacs qui étaient disponibilisés par le gouvernement de la République, mais aujourd'hui, qui ont connu des pannes politiques comme on a toujours vécu. Voilà. Quand on dit par exemple que par rapport à la desserte en électricité, il fallait apporter un apport à la SNEL. La SNEL qui était presque inexistante à Kananga, qui est aujourd'hui, avec ces projets-là, qui est aujourd'hui passé de quelques 2 heures de desserte en 6 heures. On a 3 heures de desserte la journée et 3 heures la nuit. Il faut quand même dire que, est-ce que c'était ça est réellement la réponse par rapport au problème du ténèbre qu'il y a au Kasaï, ou qu'il y a dans la ville de Kananga, qu'il y a au Kasaï central? Je crois que ce n'était pas ça le problème. Moi, je me dis que le véritable problème par rapport à la conception de ce projet-là, c'était d'abord commencer par identifier les véritables priorités de la population. Qu'est-ce que le peuple demande? Qu'est-ce que le Kasaï central veut? Qu'est-ce que le Kasaï veut? Qu'est-ce que la Lomami exige? Qu'est-ce que le Sankourou veut? Qu'est-ce que le Kasaï oriental cherche comme priorité? Alors, à partir du moment qu'on identifierait les priorités de la population, on pouvait alors, après identification des besoins bien entendu, déterminer les priorités à réaliser en un court temps, et ça pouvait être une réponse au problème de la peau. Qu'est-ce que nous avons par exemple, si nous allons dans la ville de Kananga, le plus grand problème c'est d'abord le désenclavement. Nous avons plusieurs têtes d'érosion qui minent la ville.
de part et d'autre. Vous allez dans la ville de Mbujimaï, c'est le même problème. Vous allez dans la ville de Chikapa, c'est le même problème. Quand vous allez à Sankourou, vous allez à la Lomami, c'est le même problème. Dans la ville de Mwenedito, c'est quand même les problèmes. Nous avons vu venir les projets de développement urbain PDI avec la Banque mondiale, même si l'enveloppe allouée à ça de 5 millions ne sait pas répondre aussi réellement à ces problèmes-là. Donc, le plus grand problème qu'il y a par rapport aux attentes de la population de l'espace Kasaï, c'est d'abord l'identification des priorités avant de les concevoir ou de les inscrire dans les projets prioritaires. C'est ce que nous avons vécu, c'est vrai. Moi, je me dis que par rapport à la réalisation de ce programme-là, vous allez par exemple à Chikapa ou Kasaï, la population du Kasaï dit qu'elle n'a pas été concernée par les projets de 100 jours. Vous allez à Mbujimaï, on dit que bon, c'est seulement la construction des maisons. Là, vous avez donc vous êtes entré dans le deuxième ou troisième tour. Non, j'étais en train de faire l'analyse par rapport à la question des 100 jours. Je me dis en définitive que le projet 100 jours a été réalisé, mais les véritables problèmes n'ont pas été identifiés. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne sente pas l'impact de ces programmes-là, l'impact de ce qui a été inscrit comme priorité. Je crois que ça pourrait permettre à ce que les concepteurs de projets puissent déterminer, déceler les véritables priorités pour les inscrire dans les projets PDL, dans les projets Tchilé-Gelou, même si c'est un mort-né, pour ne pas les prêter à 100 jours, mais les prêter à Tchilé-Gelou, qui est presque inexistant. Apparemment, j'ai pensé peut-être qu'Espérant Daniel Kamboulou pourra dire qu'il y a eu quelque chose en ce qui concerne Tchilé-Gelou. Van, c'est comme si Tchilé-Gelou, c'est aussi un frère au 100 jours au Kasaï. Oui, bon, en fait, c'est ça l'impression aujourd'hui que ça donne. C'est franchement l'impression que ça donne parce que lorsque nous avons dénoncé la réalisation cavalière, d'une façon cavalière, des activités qui étaient inscrites dans le cadre du programme dit 100 jours, on avait principalement abordé les volets route. Bon, on a dit accorder la responsabilité, dois-je ici corriger quelque chose, ce qu'a dit Focas tout à l'heure. Le programme 100 jours était antérieur aux différentes investitures des gouverneurs. C'est un programme antérieur vraiment aux différentes investitures, excusez-moi. Les gouverneurs ont été investis après que le programme ait été lancé par le pouvoir de Kinshasa. Alors c'est juste après qu'ils soient investis que effectivement ils ont commencé à faire les suivis. Là c'est pour constater qu'effectivement les gouverneurs qui a été dessus, Martin Kabou sur place, a dû lancer un combat pour effectivement établir les responsabilités de ce qu'il avait lui-même constaté que c'était un fiasco. Parce que ça ne s'est réalisé pas, il y avait même des soulèvements. La population a dû réclamer effectivement les travaux de 100 jours. Mais comme il y avait des tout-puissants qui prenaient l'argent. Il y avait des tout-puissants qui prenaient de l'argent, ça a été effectivement orienté vers lui comme combat. Ce qui a fait aussi qu'il parte. Il a été défenestré parce que le terrain politique est un peu très glissant. Au Kasaï. Au Kasaï. Et puis c'est extrêmement dangereux là-bas. Les députés, les détenteurs du pouvoir ont dû effectivement été d'une certaine manière coachés par ceux qui ne voulaient pas qu'on parle de 100 jours, ceux qui ne voulaient pas qu'on dise que 100 jours n'a été réalisé à Kananga pour effectivement avancer. C'est lui qui avait lancé ces combats. Alors quoi qu'il en soit, on a un nouveau programme. Tchilé-Gelou est en place. Le premier problème qu'on a dû poser, nous on a comme journaliste posé les premières questions. Pourquoi dans le cas de Tchilé-Gelou on accorde à Greg 7 dont la présence à Kananga n'a pas été effectivement sentie. Ou saluée par la population. Franchement, parce que Greg 7 avait déjà un programme avec la province. La réalisation de la route Kananga-Kalamambouji. Depuis Alex Kandé, l'ancien gouverneur, qui est parti, ça fait aujourd'hui presque 10 ans. Alors, c'était un projet BOT, ça veut dire que vous faites la route, vous installez les postes de péage, vous payez, vous partez. Mais depuis qu'ils sont là, ils n'ont jamais d'abord conclu ces projets, ils n'ont jamais réalisé les activités telles qu'ils s'étaient entendues dans le premier programme avec l'ancien gouverneur Alex Kandé. Et par la suite, ils ont également bénéficié de l'argent pour les comptes de travaux de 100 jours. Ils n'ont rien fait dans les volets routes. Mais tout d'un coup, on leur accorde encore les marchés pour le compte de Tchilé-Gelou. La population a dit tuer un peu. C'est ainsi qu'il y a eu des soulèvements à Kananga là-bas pour poser la question, qu'est-ce que le Kasaï a dû faire pour effectivement bénéficier de ces traitements? C'est ça la question que je me posais tout à l'heure. Alors aujourd'hui, à la lire où vont ces travaux, il n'y a aucune lueur d'espoir qu'effectivement ces travaux peuvent apporter un changement significatif pour la vie de la population. Donc, c'est un retard qui ne dit pas son nom. Non seulement les caniveaux
l'environnement des Kananga est un peu difficile, il faut au moins construire des activités durables. C'est ainsi que dans le cadre de nos propres plaidoyers, on avait dit, les Belges ont construit la ville de Kananga en 1884, c'est ça l'histoire. Et les caniveaux ont été construits en moellant. Mais qu'est-ce qui se fait avec ce qu'il y a comme pression démographique à Kananga, qu'on construise les caniveaux avec les moyens de substitution, ça veut dire les blocs de ciment, qui ne sont pas du tout des blocs pleins. Avec cette difficulté, on constate qu'effectivement, les amis de Craigset, au lieu de répondre aux questions principales qui leur sont posées, recrutent des communicants pour effectivement faire voir que tout est en rose, ils sont en train de faire correctement le travail, alors que les besoins fondamentaux n'ont pas été rencontrés. Alors, dois-je ici dire qu'à la Lirouvon les choses, Craigset, avec le projet Tchilégelou, risque de nous faire vivre effectivement ce que nous avons déploré tout à l'heure dans le cadre des 100 jours. Parce qu'en réalité, chers amis, rien ne s'est fait correctement pour rencontrer les attentes du peuple. On a ouvert des caniveaux avec la saison pluvieuse qui va effectivement être vécue dans peu de temps. Les caniveaux n'ont pas été achevés. Entre-temps, vous ne sentez pas qu'ils ont un plan réel pour arriver à concrétiser la vision, à rencontrer les besoins de la population. Parce qu'avec la saison fluvieuse, les caniveaux qui n'ont pas été achevés vont drainer des eaux qui vont avoir une très grande conséquence de créer plus d'érosion que celle que nous avons déjà au Kasaï central et à Kananga précisément. Merci. Donc voilà les difficultés auxquelles on fait face. Ouais. Ça veut dire que si effectivement il n'y a pas une réelle volonté politique, une réelle volonté pour s'impliquer et tirer les bretelles à ceux qui ont gagné ces marchés, à faire correctement le travail, effectivement on n'aura rien, on n'aura que les yeux pour plaire. Merci beaucoup Van, j'espère que peut-être qu'on n'aura pas le temps de parler de tous les projets. La télévision c'est le temps, mais Crispin Phocas Maïmbou, c'est comme si la population s'attendait quand même à quelque chose de consistant en ce qui concerne le projet Tchilégelou, comme le premier projet qui a été accueilli avec Fast au Kasaï n'a pas réussi. On pensait qu'avec Tchilégelou, la population pouvait quand même voir des travaux quand même, si je peux dire, vraiment consistants dans la vie des Kanaks. Oui, merci Joseph de la parole une fois de plus. Que ce soit Tchilégelou, que ce soit 100 jours, ce sont des projets qui ont été conçus dans des bureaux climatisés ici à Kinshasa. Des projets auxquels on n'a pas associé les concernés, les habitants du Grand Kasaï. Même si la population est représentée quand même. Tout comme 145 territoires. Qu'est-ce qui s'est passé? 145 territoires, je passe bien avec Kalamambouj, on va en parler les vendredis. Joseph, on nous a seulement apporté des projets. Et qui apporte, c'est les directeurs de l'OVD, les directeurs généraux. C'est les directeurs généraux de l'Office de route. Voilà, nous vous apportons Tchilégelou. On cherche les fanfares, on cherche la musique, les autorités sont là en cravate, on lance à Ndéchala, tu connais la commune, voilà, vers Dibambé. C'est un projet qui commence avec pompe. Et qu'est-ce qui s'est passé après? On a dû passer 5 mois, aucun jalon lancé, aucun jalon. Et aujourd'hui, le projet marche à tâtons, vraiment à tâtons, puisque qu'est-ce qui inquiète la population? Quand on ouvre, on veut faire une voie, on veut ouvrir une voie, on les fait, on balise le terrain et on laisse cette voie-là comme ça. La population commence à se débrouiller. Tu sais que, par exemple, à Kananga, ce sont les motos qui battent record. Voilà. Pour circuler, ça devient un problème. Voilà. Par exemple, si vous êtes au niveau de l'hygiène, pour arriver au niveau du bâtiment, il faut faire trop de raccourcis. Alors, si par exemple on ouvrait ces voies-là, on termine une voie avant d'attaquer une autre, ça pouvait aider la population. Mais quand vous faites les différents chantiers, vous créez des chantiers partout, toute la ville devient un chantier, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Donc, on comprend que voilà. C'est comme si le gouvernement n'a pas libéré sa part de financement. Ou c'est Craigset qui continue à se débrouiller avec ses propres moyens. C'est pourquoi nous sommes venus, comme Van l'a dit, nous sommes venus rencontrer ceux qui sont censés nous donner la vraie version de ces projets Tchilégelou. Effectivement. Qu'on sache un peu
qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe pour que cette population que nous sommes venus représenter ici puisse retenir quelque chose, que ce soit de Tchilé-Gelou ou de 100 jours et d'autres projets aussi qui concernent le Grand Kassai. Merci beaucoup Crispin Phocas. Je rappelle que le panel est ici à Kinshasa pour produire des émissions avec plusieurs responsables du pays, notamment ce qui concerne les projets. Donc, quand vous faites des projets, vous êtes en train de concevoir des projets qui, réellement sur le terrain, on ne sait rien. Et parfois, ce n'est pas le président de la République, mais c'est l'entourage. Et par après, Boya Kolobarote, Boye, président Zo Salate, président Salame, entourage, Ezamabe Makas. Alors, Espérant Daniel Kamboulou, apparemment, pour les 2 premiers projets, on peut tout simplement dire que rien n'a été fait. Non, merci. Je dirais que, en fait, chez les Gelou, c'est un canard boiteux. Parce que Craig 7 a vraiment démontré son incompétence ou son incapacité de pouvoir réaliser des projets dans des engagements pris avec la République dans plusieurs illustrations. Van Frédéric a parlé de la route Kalambambouji. Je salue aujourd'hui l'ouverture vers le BCECO, le Bureau central de coordination. Cette initiative prise par le nouveau gouverneur, John Kabeya, que je salue, qui a compris qu'avec Craig 7 dans Kalambambouji, ça a été un échec. Craig 7 aujourd'hui dans Tchilé-Gelou, c'est beaucoup plus l'expérience d'ouverture des érosions sur des érosions qui existent déjà. Parce qu'à la tombée des pluies, vous allez voir que la ville de Kananga et de Mbujimaï qui vivent ces 2 projets vont connaître plus d'érosion que celles qui existaient déjà. Nous sommes le panel INER pour convaincre. Ouais. Le panel INER pour convaincre, c'est une initiative des journalistes professionnels œuvrant au Kananga, œuvrant au Kassai, à Chikapa, œuvrant en Mbujimaï, œuvrant à Lomami, Sankourou, Lodja. Nous avons dit que nous devons faire du journalisme autrement. Comment est-ce que nous pouvons faire du journalisme autrement? Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui se fait sans moi est contre moi. Voilà. Nous sommes en train aujourd'hui de vivre, d'essuyer ces échecs parce que nous n'avons pas participé activement à la conception des choses ou des projets qui concernent le développement de l'espace Kassai. Nous n'allons pas continuer à faire de la géribienne toute notre vie, mais nous devons nous lever. Nous nous sommes levés, nous, les journalistes de l'espace Kassai, pour dire que désormais, nous devons être des acteurs qui participent à l'action de développement. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, nous devons aller à Kinshasa pour voir des décideurs. Nous ne venons pas seulement faire du journalisme, mais nous venons également apporter notre pierre à l'édifice. Okay. C'est-à-dire voir qu'est-ce qui est fait pour nous. Que ce ne soit pas l'espace Kassai ne puisse pas être un endroit qui subit. Voilà. Alors, que les gens pensent que c'est chez nous où ils doivent aller se régler les comptes pour se partager l'argent. Non, ils doivent initier des projets qui doivent être réalistes, des projets qui doivent être réalisés et exécutés réellement à la base. Alors, tous les concepteurs de projets, que ce soit ceux qui sont au BCECO, que ce soit les fils même du Kassai, parce que ce qui nous concerne d'abord, ce sont les acteurs du Kassai qui sont à Kinshasa. Quel est le rôle que les uns et les autres sont en train de jouer par rapport à la relance du Kassai? Parce que le Kassai a beaucoup sombré, ça fait plusieurs années. Le Kassai aujourd'hui est dans les oubliés. Nous avons dit qu'avec les anciens régimes, nous avons été victimes de la discrimination. Mais que dire aujourd'hui où nous-mêmes nous participons à la gouvernance de la chose publique. Donc, comme nous sommes aujourd'hui à l'action dans la gouvernance de la chose publique, nous avons dit que nous venons pour rencontrer des décideurs. Si notre frère, moi je ne dis pas président de la République, si notre frère Félix acceptent de nous recevoir, ils vont nous recevoir. Si les autres dignitaires, nous n'allons pas parce que nous avons besoin de nous faire recevoir par eux, mais nous voudrons que tout un chacun d'eux nous dise quelle est l'idée par rapport à la contribution au plan Marshall donné par Van tout à l'heure pour la relance de l'espace Kassai. Nous ne devons pas seulement être là en train de voir comment les autres se développent, comment les autres se relancent, comment les autres initient de grandes œuvres, de grands chefs-d'œuvre, mais nous également nous devons participer. Nous sommes pratiquement vers la fin de cette émission. 30 secondes. Une petite conclusion. Ce que je vais dire en conclusion, c'est que il est aujourd'hui l'occasion de dire à tous ces décideurs de comprendre qu'effectivement la discrimination dont fait l'objet le Kassai central n'a pas sa raison d'être. Il y a nécessité effectivement qu'on vérifie et qu'on comprenne dans le fond qu'est-ce qui se passe. Et effectivement qu'on porte la voix du Kassai central, qu'on pose des questions que se pose la population. On doit poser des questions que se pose l'opinion régionale. Quelle belle initiative.
qu'est-ce que nous avons fait pour bénéficier de cet abandon éternel? Merci Van. Et si effectivement on peut trouver des réponses en recevant des différents acteurs à des niveaux de responsabilité différents, il y a nécessité effectivement qu'on a... 30 secondes, Crispin Phocas, 30 secondes. Oui, je vous donne 25 secondes. Okay. J'ai suivi Mata Tampogno quand il est parti chez lui dans la province du Maniema. Il a visité la cité du fleuve. J'étais heureux quand il a dit c'est ça notre Marbella. Et ça c'était un coup dur pour les Kassaïens. Donc s'il y a des Kassaïens qui peuvent aussi faire des Marbella dans le Grand Kasaï, au Sankourou, à Kananga, à Mbujimaï, merci, merci, je pense que ça sera pas. Merci Crispin, Espérant Daniel, je suis venu inviter à la bonne conscience les Kassaïens, les dignitaires Kassaïens qui vivent à Kinshasa. Nous, c'est-à-dire le panel INER pour convaincre, et à Kinshasa, pour interpeller tous les dignitaires Kassaïens et le ramener chez eux. Que chacun s'interroge, je suis à Kinshasa, je suis en Europe, qui suis-je chez nous? Ai-je une résidence? Ai-je une action? Ai-je participé au développement de chez nous? Et nous sommes un canal par lequel ceux qui n'ont pas pris des initiatives peuvent s'en servir pour le prendre. Nous sommes un canal par lequel les uns les autres doivent passer pour nous dire réellement qu'entendent-ils faire pour le développement de l'espace Kasaï. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je suis heureux de vous présenter et recevoir ces grands hommes. Vous avez écouté les analyses. Je salue José Diafembouyi, Soleil Tumba, Balobi Tika Kinkenen. Donc tu vas nous suivre, Pierre Love Mukendi, tous les amis qui vont nous suivre à travers YouTube. Je ne peux pas oublier aussi Madame, mon épouse. Donc le panel sera là au cours de cette émission pour venir goûter. Alors, vous êtes nombreux, je ne saurais pas appeler, donc saluer tout le monde. Sponsor habituel des versions originelles, je ne saurais pas, vous tous, vous connaissez bien. Je vous retrouve très prochainement avec un autre invité. Merci. De la société civile, vous êtes de l'opposition, tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte.